Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker, celui qu'on appelle le patient zéro dans le business. Comment tu vas mon cher Ker? Il paraît que tu es un peu enrhumé. Tout à fait, mon cher Greg, je suis saut 2020, puisque en fait j'ai le Covid. Voilà. Donc, mais en tout cas, je suis ravi de te retrouver, mon cher Greg, ravi de vous retrouver dans vous qui nous regardez, et je vais faire vraiment mon possible pour faire cette vidéo avec du peps, malgré l'immense poutre que j'ai dans la tête. Voilà, mon cher Greg. Est-ce que tu veux que je commence Alors moi je par... voulais juste réagir pour dire que l'histoire derrière en fait, Ker, donc je lui dis alors t'es chaud pour qu'on parle d'actualité, cinéma, série dans cette vidéo. Et Ker me dit, il me fait une vanne comme ça, je comprends pas, j'appelle des gens, personne ne la comprend. Et Ker me dit non mais je suis malade, je suis pas au sommet de mon game, tout ça tout ça. Et je lui dis ah, ok bon c'est pour ça sans doute les cheveux alors. Ah, je serais Et pas Ker aussi me dit drôle que Nicolas effectivement. Canteloup aujourd'hui, hein. Mm. Ça, c'est sûr. Alors, mon cher Ker, je te laisse commencer avec ton point pognon. Et attention, celui-là, il est brutal. Dans la précédente vidéo news, on n'avait pas parlé donc des 4 Fantastiques et de Superman, puisque en fait, on avait trop peu de chiffres au moment où on l'a enregistré. Cette fois, on les a, donc on va discuter ensemble de la sortie des deux. Et on va surtout, parce que là, il y a les deux, il y a les camps là. Il y a le camp Fantastic Four, le camp Superman. Tout le monde a sorti son épée. Ça se regarde, c'est à deux doigts de se charger, tu vois, comme dans Braveheart. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de raison, puisqu'en fait, les deux films ont démarré quasiment de la même manière aux États-Unis. Donc, du coup, bah voilà, c'est la pédagogie. On est tranquille ou bilou, on s'installe tous en Suisse et on regarde, donc, coucou les Suisses d'ailleurs, on regarde donc ces chiffres dans la bonne humeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Superman et les 4 Fantastiques? On va commencer par la France, puisque les deux ont un point commun. Et ben ça marche pas. Ça marche ni pour l'un ni pour l'autre en France. Donc du côté de Superman, au moment où on vous parle, il est à 1,3 million d'entrées sur notre sol. Il fera pas les 2 millions d'entrées. Il sera donc en dessous de ce qu'avait fait Man of Steel, qui était à 2,3 millions à l'époque, qui n'avait pas non plus été un incroyable succès. Et du côté des 4 Fantastiques, alors là, il y a un démarrage qui m'étonne beaucoup. Dans la précédente vidéo news, j'en avais parlé rapidement. Je vous avais dit que le film avait moins bien démarré sur la première séance parisienne qui sert un peu de baromètre, hein, voilà, pour prendre la température du début du box office. Non, alors que je suis attaqué par une mouche. C'est Euh, donc les 7 plaies d'Égypte. Mouches, les virus, ah, tu as la totale. oui. Ah là, j'ai eu des images, tu vois, dans la momie quand ils sont attaqués et tout par des scorpions et des scarabées partout. Je me suis dit, non, mais là, c'est juste une mouche. Donc, Tu sais quelle est ça la devrait aller. dernière plaie d'Égypte? Non. Le film Exodus. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, Ouais, Exodus. Ouais. Alors que On sent God le of Egypt souvenir était encore cool. vif. On Voilà, sent la God of plaie Egypt. qui a encore un peu de sel pour cautériser. Ouais. Excuse-moi, Alors, vas-y. Tu voulais parler le d'argent, je truc, sais que c'est c'est que ta passion. Vas-y, vas-y. donc pour le premier jour d'exploitation en France, on a donc les chiffres sur Paris et souvent on s'en sert voilà pour prendre un peu la température de ce qui va arriver dans la semaine. Et figurez-vous que les 4 Fantastiques de Marvel a fait un truc qui m'a beaucoup étonné. C'est moins bien démarré que donc le premier de 2005, que le deuxième, donc avec Chris Evans, Jessica Alba, Michael Chiklis, et l'autre qui jouerait des charges, j'oublie toujours son nom, il a un nom imprononçable. Mais je le trouve sympa, hein, donc ça n'a rien contre lui. Et il a fait aussi moins d'entrées le premier jour que le 4 Fantastique, le reboot de 2015 avec Michael B. Jordan et Kate Mara qui s'était vautré. Donc là, on partait sur quelque chose qui sentait pas très bon. Et figurez-vous que, après 5 jours, le film est à un demi-million d'entrées, qu'il a fait quelques milliers d'entrées de plus Donc que le 500 reboot 000. de 2015. De Parce que quoi? c'est un demi-million, ça fait genre, waouh, il est à 500 000 entrées. Ouais, c'est pas ouf. Et en fait, il est à plus de 250 000 entrées de ce qu'avait fait le premier film 4 Fantastiques. Alors, j'en profite pour faire un aparté. J'ai arrêté de le regarder pour faire cette vidéo avec vous, mais j'étais en train de regarder les 4 Fantastiques 2005. Et franchement, si les effets spéciaux ont vieilli, il y a plein de choses qui étaient très cool dans ce film. J'avais complètement oublié. Donc voilà. Mais c'est pas le sujet.
Donc ça démarre mal aussi pour les 4 Fantastiques en France, comme pour Superman. Un constat, overdose peut-être de super-héros, mais surtout un constat que fait toute la presse américaine quand ils analysent les démarrages internationaux de Superman et des 4 Fantastiques par rapport aux excellents démarrages aux US, c'est qu'on a vraiment 2 franchises qui sont des franchises américaines pour le public américain. Ça n'a jamais vraiment explosé ailleurs. Et d'ailleurs, Superman, et c'est un des points sur Superman, c'est qu'il a du mal à se vendre à l'international. Et je parle pas du film de James Gunn, je parle de tous les Superman. Maintenant, si on revient sur les États-Unis, eh ben ça se passe bien pour les deux. Les 4 Fantastiques ont fait un démarrage solide à 117 millions de dollars sur son premier week-end. Superman avait fait 120, donc c'est kiff-kiff. Hein. Franchement, on va pas non plus donner une médaille d'or à l'un et puis une médaille en chocolat à un autre. C'est kiff-kiff. Et si on fait le total, ils sont à un peu plus de 200 millions. Attendez, je vais pas dire de bêtises, je vérifie ça. Ils sont à voilà, il y a 216 millions pour les 4 Fantastiques et Superman était, je crois, à 225. Donc c'est quasiment la même chose. Donc c'est un démarrage similaire pour l'un comme pour l'autre. Il n'y a pas un des deux films qui a écrasé l'autre. Enfin, vous avez compris. Je ne veux pas non plus. J'ai du mal, donc je répète énormément de fois la même chose. Mais vous avez compris le principe. Le truc, c'est que globalement, est-ce que c'est un vrai succès pour les deux? Aux États-Unis, franchement, c'est bien. D'ailleurs, le Superman de James Gunn a déjà dépassé le box-office de Man of Steel aux US. Et on peut imaginer qu'il va s'approcher du box-office de Man of Steel, qui était, au total, hein, qui était à un peu moins de 700 millions. Là, ça table sur du 600, 650. Mais toujours est-il que là, actuellement, au moment où on vous parle, Superman a dépassé les 500 millions de dollars. Alors après, on vous avait fait une vidéo où on parlait du succès obligatoire de Superman. Alors quand on parlait d'obligatoire, c'était pas ce qu'on désirait nous. Hein. Nous, concrètement, on s'en fiche que le film marche ou pas. C'était plus obligatoire pour la Warner dans l'objectif de pouvoir construire son DCU avec Gunn. Là, ils sont plutôt bien, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils avaient un objectif bas qui était de au moins 500 millions. Ils peuvent tabler sur un 700 millions. Le film sera pas rentable en salle. Il y a plein de gens qui disent si c'est pas rentable, je l'ai vu dans les commentaires, si c'est pas rentable, c'est une catastrophe ou on peut parler d'échec. Non, il y a énormément de films qui ne sont pas rentables en salle. Les studios les font en le sachant et ils vont être rentables avec leur vie après les salles, c'est-à-dire VOD, vente de droits sur les plateformes. Par exemple, Superman va pas rester tout le temps sur HBO Max et il sera vendu à d'autres plateformes. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà, et puis les estimations sur les 4 Fantastiques au vu du démarrage, c'est plutôt comme Superman. Donc on peut imaginer que l'un comme l'autre, là avec le fait en plus que finalement les 4 Fantastiques étaient le dernier très gros film de l'été, ils vont pouvoir récolter quelques billets verts et ça ne sera pas des tsunamis en termes de succès, mais ça ne sera pas non plus des catastrophes comme on a vu du côté d'ici un Blue Beetle ou un Flash et du côté de Marvel un The Marvels, etc., etc. Donc voilà pour ça. Et du coup, mon cher Kerr, je voulais pas t'interrompre, mais en fait, quand on regarde à Hollywood, il y a de plus en plus de gens, comme par exemple Matt Damon, qui expliquent que les investisseurs calculent la rentabilité uniquement sur les sorties en salle, parce qu'en fait, comme tu le décrivais, oui, bien sûr, un film va avoir, surtout des films comme ça, ils vont avoir des sorties Blu-ray, qui vont sans doute être minimes aujourd'hui, mais puisque en plus, ce sont des films qui sont pas forcément les films sur lesquels les fans de fou de cinéma Blu-ray vont potentiellement aller, mais il y a en plus, tu l'expliquais, il y a les ventes des droits, donc là effectivement les ventes des droits avec les streamers, et en fait là ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est que les ventes des droits des streamers n'ont pas l'air d'être si sexy que ça, puisque les streamers ont l'air de plus vouloir profiter uniquement pour eux de leur contenu exclusif. Les chaînes de télé, là on va le voir dans les news un peu après, mais les chaînes de télé ont quasi historiquement jamais eu aussi peu d'argent, donc c'est aussi des rentrées en moins, et surtout je le comprends dans ton analyse, tu analysais le film comme on analysait les films encore il y a 10 ans, et c'est pas une remarque que je te fais pour dire que tu es très vieux, que tu as le poids des années épuise ta calvitie, c'est un peu vénère.
Je dis pas ça parce que tu es très vieux ou que le poids des années comme ça pèse sur ton dos, mais je le dis parce qu'en fait maintenant, comme on est dans un monde où il est demandé à ce que la rentabilité soit dans l'année fiscale de la sortie, en fait on met un poids sur l'économie des films où normalement un film était pensé comme rentabilité à jour zéro, rentabilité à deuxième sortie de Blu-ray, et après de dire c'est dans mon catalogue d'IP, c'est dans mon catalogue que je vais vendre comme ça pendant des dizaines d'années. En fait, le fait de dire mon catalogue que je peux vendre pendant des dizaines d'années, aujourd'hui, Wall Street, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est la rentabilité dans l'année et vraiment dans une année fiscale. On le voit, hein, il y a des studios qui sont coupés, des studios. Alors dans le jeu vidéo, c'est encore pire. On voit vraiment des studios sur lesquels on ne laisse même pas le temps au jeu d'être fini, d'être développé. On le coupe. Donc c'est pour ça que je pense que ton analyse, elle est juste dans le sens où elle est comparable aux analyses qu'on faisait avant, mais j'ai l'impression que les personnes qui vont décider de dire il y a une suite ou il n'y a pas une suite risquent d'être plutôt dans une analyse très court-termiste et du coup ça change beaucoup de choses d'un point de vue analyse, je trouve. Alors même si tu regardes sur le court terme, ça va être rentable. Quand Superman et Fantastic Four vont sortir, ils vont sortir sur Disney+, ils vont sortir sur HBO Max, ils vont sortir aussi en VOD pour ceux qui ne veulent pas avoir Disney+, et HBO Max. Le meilleur exemple qu'on a eu ces derniers mois, c'est Wicked, je sais pas comment le dire, Wicked, on va dire Wicked, avec Ariana Grande. Le film était pour Peacock. Peacock l'a laissé sortir en VOD pour tous ceux qui n'ont pas Peacock. Le film a rapporté 75 millions de dollars en 5 jours, en VOD. Donc en fait, ça fonctionnera comme ça aussi. Donc c'est pour ça que moi je suis pas du tout inquiet sur la rentabilité des deux films à la fin de l'année fiscale. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a plus personne qui est inquiet pour ça. Hein. Voilà, alors mais tu dis ça, attends, parce que tu dis ça en disant personne n'est inquiet. Mais en gros, donc tu disais ils ont fait combien de revenus là actuellement? Ils sont sur une courbe où on peut projeter quoi, 400 millions, 500? Non, j'ai dit que Superman était déjà à 500, donc ils peuvent aller sur du 600, 700 millions de dollars, ce qui, d'un point de vue 700 millions, Superman est globalement rentable. Même si, et je le répète, parce que tout le monde regarde juste budget, une approximation du budget com, mais en fait, on a déjà vu dans des études de box-office, et notamment celle qu'on prend toujours en exemple parce que c'est la meilleure et ça n'a pas changé, c'est celle sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le film avait presque fait 1 milliard et il n'était pas rentable. Il avait coûté 100 à 200 millions de dollars à la Warner. Parce qu'il y a des dépenses ici et là qui sont toutes chiffrées à la fin de l'année avec les résultats liés à l'exercice fiscal. Mais le truc, c'est que là, globalement, du côté de la Warner, on a fait comprendre qu'à 700 millions, le film était rentable, il n'y avait pas de souci. Et que, enfin voilà, il le sera après avec la VOD. Et les 4 Fantastiques, c'est pareil. Donc, voilà. Moi, je te trouve optimiste, hein, parce que si on voit que le film des 4 Fantastiques, c'est 200 millions de budget annoncé, le fameux budget com à 400 millions, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils aient gagné 400 millions net pur. Donc, comme on sait que les salles prennent la moitié, ça voudrait dire qu'il faut qu'ils soient à 800 millions pour être à zéro. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir, parce que par exemple, Disney n'a pas du tout la même manière de partager ses recettes avec les exploitants que d'autres studios. Disney, ils vont prendre beaucoup plus d'argent sur les 2 premières semaines, et ensuite, ils vont en prendre beaucoup moins sur les 3 et 4, par exemple. Et s'ils ne le font pas et qu'ils sont à 600, ils ont juste 100 de pertes. Mais mon point, Kerr, c'est qu'en gros, Disney, c'est pas du tout la petite PME. Warner, c'est une boîte qui cherche vraiment l'optimisation de ses revenus en ce moment depuis la fusion avec Discovery. Et en fait, on est sur des sociétés qui attendent que leur Rolls-Royce, donc Superman, budget 225 millions annoncé, on est 4 Fantastiques 200 millions, on est sur des personnes qui espèrent gagner 2 fois la mise. Là, ce que tu dis, c'est des films qui vont être à 0, un peu rentable, la SVOD va peut-être faire un soleil ou pas. Moi, je trouve que par rapport aux volontés qui sont derrière les investisseurs de Warner Discovery, qui ont été très durs, c'est quand même Warner Discovery, ils ont carrément coupé Batgirl, ils ont détruit les copies pour couper des pertes.
c'est vraiment des sociétés qui veulent faire des gros revenus. Disney, en ce moment, c'est à la main vraiment très lourde sur les licenciements et tout. Et donc là, les deux flagships, les deux gros porte-avions vitrines de ces deux entités, personnellement, je pense que l'attente n'est pas d'être à 0 ou à plus, 20% du budget. Donc c'est quand même Superman, c'est un teasing de 2 ans quasiment. Les 4 Fantastiques, c'est le début d'une phase. Je comprends ton analyse qui est, on va dire, prudente. De toute la presse US. Mais par rapport à l'attente, je trouve minimiser l'attente et la vision court-termiste actuelle des studios. Mais je comprends complètement ton point de vue. Moi, je bug un peu parce que la Warner, par exemple, ils s'attendaient pas à être milliardaires sur Superman. La Warner, et on l'a dit, la seule chose qu'ils voulaient pas, c'est perdre encore plus de 200 millions de dollars comme ça leur est arrivé avec The Flash, par exemple. Du côté de Marvel, ce qu'ils voulaient surtout pas, c'est avoir un nouvel échec comme Captain America qui a été un énorme échec, comme Thunderbolt qui a été un gros échec, comme The Marvels qui a été un échec, etc., etc. Ils voulaient enfin au moins avoir un film qui est à peu près à l'équilibre en fin d'exploitation de salle et qui derrière commence à ramener de la thune, soit sur Disney+, soit en VOD ou HBO Max. Donc là, ils sont vraiment tous contents. Hein. Je passe à Dragon maintenant, mon cher Greg, pour vous dire que le film a dépassé les 600 millions de dollars de recettes à travers le monde et qu'il est plutôt bien parti pour devenir le plus gros succès de l'histoire de la franchise puisqu'il pourrait dépasser les 620 millions de Dragon 2. Voilà, et puis on va faire un petit tour en France où la fréquentation est en berne. 12% d'entrées en moins depuis le début de l'année 2025 par rapport à l'année 2024. Il n'y a qu'un seul très gros succès cette année, c'est Lilo et Stitch qui est le seul à avoir dépassé les 5 millions d'entrées. On est loin de ce qu'on avait connu l'année dernière, avec notamment un petit truc en plus, le Comte de Monte Cristo. Alors l'année n'est pas finie, bien évidemment. Mais Lilo et Stitch, très solide, puisque en France, par exemple, il a fait mieux que La Reine des Neiges. Donc voilà. Et alors, un dernier truc que je voulais vous signaler, c'est que le film, 28 ans plus tard, qui est pour l'instant le meilleur film que j'ai vu en 2025, même si je tiens à souligner que le film Rapace, film français, est très bon, avec Samy Bouajila. Je vous invite à aller le voir, il est encore en salle d'ailleurs. Mais 28 ans plus tard, a dépassé les 500 000 entrées en France. Il marche beaucoup mieux que les 2 autres volets de la saga. Voilà pour le point pognon, mon cher Greg, je te laisse faire la news suivante. Est-ce que tu me permets de faire un petit ajout à ton point pognon? Je sais que, comme on dit, hein, tu es le maître du point pognon, le maître du dollars. Est-ce que tu me permets juste de rajouter un petit point? Oui, bien sûr. Si c'est avec tant d'enthousiasme, je me dis que j'ai les coups des franches. Du coup, en fait, c'est juste pour dire que les analystes du coup de Hollywood, et quand je dis analystes, c'est les gros studios, ont remarqué que du coup, ce trimestre est un trimestre qui est en hausse par rapport au même trimestre de l'année dernière, de 2024, de 3%. Le chiffre d'affaires du cinéma aux US est 91 milliards versus 89 milliards. Et du coup, le truc, c'est qu'ils ont aussi remarqué que les films majeurs qui ont justement expliqué cette hausse, donc il y a F1 The Movie, Sinners, Mission Impossible, et qu'en fait, quand on fait la succession des films de ce début d'année, les 8 premiers films en audience sont des 8 films qui sont filmés pour IMAX. Et donc, il y a des vraies velléités d'augmenter la pression sur IMAX. Et en gros, le sujet, c'est de Hollywood. Enfin, quand je dis Hollywood, c'est vraiment toutes les majors de cinéma. De dire pourquoi les gens iraient au cinéma plutôt que chez eux avec des films qui sont à la location en 4 mois, 6 mois en fonction de notre pays. Et 2 mois pour certains même, dans certains pays. Et du coup, le fait d'avoir des écrans géants, d'avoir la qualité IMAX, on rappelle que les films classiques étaient filmés en 35 ou super 35 mm, donc c'est la taille de la pellicule, et IMAX c'est 70 mm, donc c'est des résolutions qui sont au-delà de la résolution du 4K une fois numérisé. Et
Et du coup, eh bien, il y a des vraies velléités de continuer le partenariat avec IMAX, voire d'aller plus loin. Donc ça veut dire déployer plus de caméras IMAX dans le plus de grosses productions possibles. Donc les prochains, ça va être Ron Ares, Mortal Kombat 2, projet El Mary, Dongji Rescue, etc. pour en citer que quelques-uns. Et sachant que pour l'IMAX, une des questions, c'est en fait la diffusion en salle. Il y a un nombre de salles limité. Et donc en fait, des films, et parfois des gros films, n'ont que 2 semaines de disponibilité de IMAX et après doivent passer en projection dite classique. Et on en parlera un peu plus tard. Il y a des films là qui sont reculés en 2027 tout simplement parce qu'ils n'avaient pas assez de temps d'IMAX. Et donc on voit que cette pression sur l'IMAX a un impact sur les dates. Et je trouve ça intéressant parce que je ne pensais pas que IMAX était un si gros succès que ça. Évidemment, dès que j'ai le choix, je choisis une salle IMAX, mais je ne pensais pas que c'était au cœur des choix et et devient un vrai argument au cœur de l'économie du cinéma. Évidemment, s'en essuie toute une grosse campagne pour essayer d'équiper le plus de salles possible dans le plus de pays possible. Et du coup, visiblement, IMAX va continuer d'être financé pour pouvoir aller augmenter ça. Il y a le film d'ailleurs à propos d'IMAX F1 qui ressort en août, exclusivement sur les écrans IMAX. Et dans le Barbenheimer, qui avait été donc le sacre d'Oppenheimer et de Barbie, il y avait une victime. C'était le précédent Mission Impossible. Alors pas celui qui est sorti cette année, celui d'avant. Mais en fait, il avait perdu toutes ses salles IMAX à l'arrivée d'Oppenheimer, parce que la Warner avait signé un deal d'exclusivité avec Oppenheimer. Donc du coup, toutes les salles de Mission Impossible avaient sauté. Donc ça a expliqué en partie pourquoi le film avec Tom Cruise avait été un échec. Très bien. Et du coup, juste quand je regardais un petit peu cette actualité, j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui voulaient créer un label concurrent à IMAX, qu'il y a un groupement de chaînes, de Cinémark, Regal, Marcus, qui essayent de former un format concurrent. Et ça m'a surpris parce que pour moi, IMAX était une espèce de norme technique visiblement, en fait, comme c'est devenu une marque, des personnes essayent d'avoir un autre standard encore plus élevé, etc., etc. Et ça, pour le coup, tant mieux, parce que s'il y a une petite guéguerre sur la qualité des supports, et ben moi, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire qu'ils vont essayer d'avoir les films filmés dans la meilleure qualité possible, et c'est quelque chose qui, en ce moment, je trouve, est assez absent des streamers, cette fameuse qualité 4K qu'au final, on n'a pas vraiment tout le temps sur les streamers. Moi, je serais très content qu'il y ait un vrai travail sur la qualité de diffusion. Parce que pour l'instant, aussi cool ça soit de juste cliquer sur la plateforme de streaming que vous voulez et de regarder votre film, il n'y a pas de meilleure qualité possible que de juste mettre un Blu-ray dans une platine et de regarder le film. L'image est très 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 peu altérée. Et voilà, bon, là je pars sur un autre sujet. J'enchaîne mon cher Kerr par une autre petite news. C'est juste pour dire que pour ceux qui sont curieux, il y a eu un événement dont Kerr va vous parler dans un instant du côté de San Diego pour ceux qui ont la ref. Et donc il y a des trailers qui sont sortis en masse là ces derniers jours. Donc il y a la nouvelle saison de Peacemaker, il y a Gen V qui a eu un nouveau trailer, il y a le Aztec Batman et il y a Avatar, le prochain qui sort fin d'année. Ash and Fire, je ne sais même plus quel est le titre, il y a des cendres dedans, et qui ont des nouveaux trailers qui viennent de sortir. Voilà, chacun est intéressant à sa sauce. Je sais pas si toi t'en as vu, je sais que le Avatar, moi, t'es pas si chaud que ça. Ouais, j'ai trouvé qu'il en montrait trop. Bon, nous, on l'a vu pas au Comic-Con de San Diego, hein, puisque au moment où ils l'ont diffusé, nous, on était en loge VIP avec Robert Downey Jr. Puisque tu as parlé Bon, je veux pas spécialement parler de San Diego et du Comic-Con. Cette année, il y a assez peu eu d'annonces quand même, mais Kevin Feige a profité de cet événement-là, et puis de toute façon, il parle tout le temps en ce moment, et il a balancé plein d'infos ces derniers jours. Je vais essayer de vous les résumer. Premier élément que j'ai trouvé intéressant dans les propos donc, du Big Boss du MCU. Alors, on va commencer par le prochain Spider-Man, donc le Brand New Day, Spider-Man 4, et Kevin Feige a dit qu'en fait, Spider-Man, donc Peter Parker, allait faire face à des gangs de rue dans ce film qui, il a expliqué, aura une tonalité très différente
de ce qu'on a pu voir dans Homecoming, dans Far From Home, dans No Way Home, etc. Il n'y a pas de etc. d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait que 3 avant. Du coup, ça expliquerait pourquoi, notamment, il y a autant de rumeurs sur Mister Négative. Ça correspondrait à beaucoup de choses dans les comics, et notamment aussi, ça correspondrait à beaucoup de choses en lien avec le jeu. Où, pour le grand public, vous avez vu Mister Négative donc c'est dans le premier des Spider-Man. Et ça expliquerait aussi comment ils vont intégrer le Punisher, parce que John Berthold sera présent dans ce film. Sachez que le tournage commence là maintenant, donc en fonction de quand vous regardez la vidéo, mais globalement c'est dans les jours là. Et le film est attendu pour fin de juillet 2026, et c'est le prochain film du MCU, fait, on le rappelle, entre Disney et Sony. Truc important concernant Spider-Man, Kevin Feige a dit que tant que la saga du Spider-Verse n'était pas terminée, on ne verrait pas Miles Morales dans le MCU, alors qu'il y avait des rumeurs sur sa possible arrivée à la fin de Secret Wars, dans le comics. C'est comme ça que Marvel introduit Miles Morales donc sur la Terre 616, après les événements de Secret Wars. Donc là, apparemment, ça ne sera pas le cas. Il a également, alors, il y a des rumeurs sur le fait que, mais là, c'est pas Feige qui l'a dit, mais j'en profite, je glisse. Il y a des rumeurs sur le fait que Robert Downey Jr. Pourrait prolonger l'aventure Doctor Doom au-delà de Secret Wars. Si ça se confirme, c'est juste un gigantesque spoil. Là, pour l'instant, on en est à la rumeur qui est peut-être fondée sur rien du tout, donc ne nous attardons pas dessus. En tout cas, ce qu'a dit Feige, c'était que on comprend, il l'a pas dit clairement comme ça, mais globalement, on comprend que au vu de la qualité de Kang dans Quantumania, je parle pas de l'acteur, je parle vraiment du personnage et de la manière dont ils l'ont traité, ils avaient déjà envisagé à ce moment-là un remplacement de Kang par donc Fatalis. Et ce qui est arrivé à Jonathan Majors, ça a précipité les choses. Est-ce que c'est du bullshit et ils sont là tranquillou en train d'essayer de réécrire l'histoire pour que ça soit un peu moins lié aux frasques judiciaires de l'acteur? Peut-être, peut-être pas. Il a dit un truc où je me suis dit, là franchement, Kevin Feige, quelle analyse. Il a dit, une des raisons de l'échec de Captain America Brave New World, c'est l'absence de Chris Evans. Ah oui. Enfin, je veux dire, voilà. On était tous habitués à voir Chris Evans en Captain America. Là, c'est le premier film sans Chris Evans en Captain America. Forcément, il y a plein de gens qui n'ont pas dû y aller parce que c'était pas la tête connue. Voilà. Et alors, du coup, sur le même thème, il a dit que ils allaient recaster certains personnages majeurs au-delà de Secret Wars. Donc, les exemples qu'il a pris, c'est justement Steve Rogers et Tony Stark. Donc, on pourrait avoir d'autres acteurs qui jouent ces personnages. Attention, il y a plein d'infos qui sont en train de tomber sur Secret Wars et sur le fait que Secret Wars pourrait être un reset ou un reboot du MCU. Feige dit clairement pas dans ces termes-là. Lui, il dit qu'en fait, il pourrait y avoir certaines lignes temporelles qui vont sauter. L'idée, et il l'a dit très clairement, et du coup, ça alimente énormément de théories sur Secret Wars, c'est que pour lui, il ne va plus y avoir qu'une seule ligne temporelle. Et du coup, il y a plein de choses qui ont été développées précédemment dans le MCU qui n'existeront plus. Donc du coup, il y a des personnages qui vont sauter, des acteurs qui étaient liés à ces personnages qui ne reviendront pas. Donc voilà, donc lui, il refuse de parler de reboot, mais à mon avis, on va avoir une reconstruction du MCU sur une ligne temporelle. Ils vont intégrer des personnages dedans, d'autres qui vont sacrifier, et puis ça sera peut-être plus clair. Autre info importante, et ça c'est tombé pendant le Comic Con, Blade est reparti en développement. Et cette fois, ils ont l'air hyper confiants. Le réalisateur de Thunderbolt a été confirmé par Feige à la réalisation du film X-Men. Concernant le film X-Men, alors du coup là, donc le mec s'appelle Jacques Schreier. Moi, je n'aurais pas du tout donné la réelle du film X-Men. Enfin, il a fait un travail correct sur Thunderbolt, mais pas dingue. Et je pense que pour un film aussi ambitieux que l'arrivée des X-Men dans le MCU, ça aurait été de bon augure d'aller chercher un poids lourd. Mais bon, c'est pas leur cas. Enfin, c'est pas en tout cas pas leur choix, pardon. Et du côté donc de X-Men, le casting, ils nous ont prévenu, ça allait être des jeunes. Donc on va avoir un groupe de mutants très jeunes qui va être très lié à différents comics. Bon, ça c'est la promesse habituelle.
Petite info, ils vont commencer à travailler sur le casting après la production d'Avengers Doomsday. Donc, potentiellement, on aura des noms qui vont sortir avant Secret Wars, ce qui serait cohérent, parce que peut-être qu'on va en avoir dans Secret Wars. On verra. Kevin Feige a aussi dit qu'il y avait la possibilité de nouvelles aventures entre Deadpool et Wolverine, qu'ils en discutaient donc avec les principaux concernés. Il a dit un truc qui m'a fait marrer. Il a dit de toute façon, Hugh Jackman, il fait ça jusqu'à ses 90 ans. Donc référence bien évidemment à Deadpool et Wolverine. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Il a dit, mais enfin ça, il avait déjà dit 36 fois, qu'il fallait s'attendre au retour de personnages qu'on avait vus précédemment dans le MCU, et cette fois, il a insisté sur des personnages qui sont apparus dans les productions qui ont suivi donc Avengers Endgame. Donc, qui sait, je sais pas moi, les Eternals par exemple. Donc ça serait plutôt cool. On sait qu'ils avaient déjà dit il y a quelque temps que certains personnages qu'on avait vus dans les séries, alors Miss Marvel, etc., il a dit d'ailleurs beaucoup de bien de Miss Marvel, mais on peut imaginer des personnages qui sont apparus dans Moon Knight, que ce soit Moon Knight ou, j'ai oublié son nom, mais la demoiselle qui était avec lui dans la série, qui est apparemment appelée à avoir un rôle plus important dans le MCU à venir. Donc voilà, c'était Kevin Feige a beaucoup parlé. Je vous ai fait un résumé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein, c'est toujours bon de le rappeler. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Certains ont sans doute entendu parler d'une révolte créatrice du côté de chez Paramount. Eh bien, je voulais vous en parler parce qu'elle commence à avoir de plus en plus d'impact. Pourquoi est-ce que dans le dernier South Park, il parle autant de Donald Trump et de ses problèmes Enfin, vous m'avez compris. Et eh bien, c'est tout simplement parce que, en fait, il y a une énorme... Enfin, il y a un énorme ras-le-bol qui est en train d'arriver du côté des créateurs de chez Paramount. Et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que, à mon avis, sur les prochaines semaines et les prochains mois, ça ne fait faire que monter. Et du coup, je voulais faire un petit rappel des faits. En juillet 2024, il y a Paramount qui annonce une fusion avec le groupe Skydance, qui est une énorme fusion. On estime que c'est 8,4 milliards de dollars qui vont être en jeu lors de cette fusion. Et pour ça, donc, il faut que les sociétés se rapprochent, mais il faut aussi qu'elles soient validées par la FCC, donc une entité de contrôle des médias américains. Très bien. En juillet, donc, il y a cette proposition. Donc, ça met souvent une année pour des groupes aussi gros que la fusion soit actée. En octobre 2024, Donald Trump fait un procès à l'émission 60 Minutes, qui est l'émission d'investigation la plus regardée aux États-Unis, en disant qu'ils avaient montré Kamala Harris d'un jour positif en ayant remonté un bout de sa vidéo, et que ça avait eu un impact sur les élections qu'il a évidemment gagnées. Et il a demandé 10 milliards de dollars de dommages et intérêts pour ce remontage. Les vidéos ont été donc montrées par 60 Minutes. Donc effectivement, il y a un remontage. On remonte, elle se prend les pieds dans le tapis sur un mot, elle bafouille. Et en fait, ils ont retiré la bafouille. Et pour que ce soit plus lisible, en tout cas, ce qu'elle dit, ou qu'elle passe moins pour quelqu'un qui bafouille, bref. Et du coup, 10 milliards de dollars. Et ensuite, il a commencé à demander 20 milliards de dollars, car ce serait une injustice concurrentielle. Bon, ok. Donc là, la pression est sur le groupe Paramount, qui est le groupe qui possède 60 Minutes. Évidemment, il n'y a pas une personne aux États-Unis qui dise qu'il a un dossier, qu'effectivement, il peut gagner ce procès contre Paramount. Mais Paramount, en fait, s'il fusionne, c'est parce que, comme on en parlait tout à l'heure sur la rentabilité des films avec Care, les films, c'est compliqué en ce moment. Les chaînes de télé, c'est compliqué. Les plateformes de streaming, c'est compliqué. Paramount n'est pas forcément la plateforme la plus numéro 1 et la plus en bénéfice de toutes. Donc petit problème pour Paramount, qui certes n'a pas vraiment peur de ce procès, mais a peur que ça bloque tout simplement la fusion avec Skydance. Donc on avance juillet 2025.
Paramount conclut un deal avec Trump et ils disent qu'il va y avoir pour 16 millions de dommages et intérêts qui lui sont transmis, qu'ils vont aussi s'engager à faire plusieurs choses. Alors, Trump avait demandé des excuses publiques, il ne les a pas eues, mais il va y avoir du coup des retranscriptions de l'interview qui va être fait dans différents médias non touchés, etc. Ok, donc là, il y a une énorme levée de bouclier aux États-Unis par plein de médias qui disent mais si vous, qui êtes extrêmement riche, vous pliez et vous donnez 16 milliards pour un procès que les gens considèrent fallacieux, qu'est-ce qui va se passer pour les petits médias qui n'ont pas les moyens de payer ? Accessoirement, Trump s'est versé directement à ce qu'on appelle sa bibliothèque personnelle. Donc c'est une future bibliothèque qu'il va créer, mais donc c'est 16 millions de dollars qui sont versés au groupe Trump. 17 juillet, donc 2 jours après, Stephen Colbert critique ouvertement cette transaction en disant que c'est un acte de corruption où en gros, en fait, Paramount aurait directement versé à Trump ces 16 millions et que c'est une espèce de corruption déguisée de Trump qui demande des sous, il faut lui donner pour que les gens, pour qu'ils aient ce qu'ils veulent. 18 juillet, donc le lendemain, Paramount annonce que Stephen Colbert et son show qui est un late show, donc une émission de talk show de deuxième partie de soirée, qui est la plus regardée aux US, qui est très souvent très très critique de Trump, va être annulé. Puisqu'ils disent qu'en fait il perd trop d'argent, de 40 à 50 millions de dollars par an sur cette année, donc c'est coupé. Et là, news d'après, donc là il y a une levée de bouclier énorme parmi plein de créateurs, évidemment beaucoup de créateurs Paramount, puisqu'ils sont les premiers concernés par cette coupe, et moins d'une semaine après, le 24 juillet, est annoncé que la FCC approuve la fusion avec donc Paramount et Skydance, et que du coup ils vont pouvoir aller jusqu'au bout. Paramount accepte quand même quelques points importants. Ils acceptent qu'il n'y ait plus aucun programme d'inclusivité qui soit porté par Skydance et du coup Paramount. Alors, on pourrait dire quel est le rapport avec la fusion et le fait qu'il soit ou non une entité qui soit déraisonnablement grosse pour le marché américain, mais c'est pas le sujet. Et donc, du coup, c'est voté. Donc, en gros, c'est voté moins une vingtaine de jours après la transaction avec Trump financière. Donc là, folie furieuse chez les créateurs Paramount. Stephen Colbert, donc, qui est annulé pour la saison d'après, part complètement en pure attaque contre l'administration Trump et Paramount. On a du coup une autre émission qui est le Daily Show de Jon Stewart qui part complètement en attaque contre Trump. Mais en fait, les autres talk shows se mettent tous. Donc là, je focus sur Paramount, mais effectivement, c'est d'un point de vue vraiment groupe, ils ont pris très cher. Et de très nombreux médias, créateurs, créatifs d'une manière générale, se sont mis à vraiment prendre cette affaire comme une affaire principale. South Park est diffusé sur les réseaux Paramount, du coup s'est mis donc à focus sa sortie de son premier épisode sur Trump. Alors c'est pas le seul, il parle de ChatGPT, il parle de plein de choses, mais du coup il faut s'attendre à plusieurs choses. Déjà, ça veut dire que structurellement le groupe Paramount et Skydance avec leur fusion, donc a accepté qu'il n'y ait plus aucun programme d'inclusivité, les fameux programmes DEI qui étaient très ciblés par l'administration Trump. Donc ça va forcément avoir un impact sur les films, les séries qu'on va voir. Ça veut dire aussi qu'on va avoir des créateurs qui ont des deals où en gros il n'y a pas de droit de regard, donc en gros Paramount ne peut pas leur dire ce qu'ils doivent faire dans le scénario, dans l'écriture de leurs monologues, pour les talk shows, etc., qui donc là sont en pure guerre culturelle. Et en fait ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que, alors je vous en parle parce que ça a un impact sur South Park, ça va avoir un impact sur les séries, sur les films, il va y avoir énormément de remarques. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils essayent de tous prendre pour cible les parties intimes de Trump pour faire comprendre qu'ils sont tous sur la même fronde. Je sais pas si dans 10 ans, le fait de se dire que le grand point commun entre tous ces gens, c'est à quel endroit ils attaquent Trump, mais si ce sera vraiment chouette. Mais du coup, le truc, c'est que
c'est vraiment intéressant en n'étant pas américain, parce que on voit un vrai choc culturel, mais on voit une vraie guerre de culture aux États-Unis, qui est un pays qui a plein de formes, qui a plein de cultures et de sous-cultures. Mais là, on voit vraiment, 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 vraiment des vrais gros chocs de culture majeurs qui sont chez eux, qui sont en plein clash. Ça va donner, et souvent dans ça, ça va donner énormément d'œuvres qui vont sans doute en parler ou être issues. Et il y aura toujours l'après-guerre. Une fois que cette guerre culturelle aura terminé, il va y avoir du coup des retombées. Souvent, il y a des grands courants de pensée ou des grands courants de type de réalisation, de films, d'écriture, etc. Et du coup, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Là, c'est vraiment un vrai mouvement culturel, comme je pense qu'on n'en a pas eu depuis des années sur la scène américaine. Donc je suis très intrigué par ça et chaque jour donne des nouvelles actualités sur le sujet. Voilà. Je sais pas si ça te fait réagir, Car, ou si tu veux passer à la suite, mais voilà. Moi, je vais passer à la suite parce que j'ai plein de petits trucs. Voilà, des petites friandises à vous donner. Alors déjà, première info, figurez-vous que euh, a priori, Disney travaillerait sur Ratatouille 2. Voilà, suite à donc là l'échec d'Elio, le fait que C'est l'année bouillabaisse dernière, de film qui s'appelle alors on Bouillabaisse. verra, on verra, on verra ce que ça va être comme plat. Ça sera peut-être un gratin de pâtes parce que moi j'adore les gratins de pâtes. Éclair au Mais toujours chocolat. est-il La qu'on aura voilà religieuse au café. un Ratatouille 2. Euh, le truc qui leur a donné cette idée, c'est le carton, bien évidemment, de Vice Versa 2. Et il y a déjà un paquet de suites qui sont prévues. On a un nouveau Toy Story, on a Les Indestructibles, et puis on a aussi Coco 2. Alors ça, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas Ratatouille. Est-ce que j'ai envie de revoir une film le premier est formidable, hein, bien évidemment. Mais est-ce que revoir une suite de Ratatouille, je sais pas. On a un peu d'infos sur Toy Story 5 justement. Et ça va être l'opposition entre les jouets traditionnels et les nouvelles technologies. Les enfants qui sont donc sur les écrans et qui délaissent en fait les jeux traditionnels. Ils préfèrent le nouvel iPad et jouer à je sais pas quel truc on joue sur iPad quand on est un enfant aujourd'hui, plutôt que de jouer avec Buzz l'éclair. Donc ça sera au cœur donc du film. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. Ça va être le cinquième, les quatre premiers sont les bijoux, donc il n'y a aucun problème. Marc Hamill. Marc Hamill, on entend beaucoup parler, notamment là, puisqu'il est à l'affiche de The Life of Chuck avec Tom Hiddleston. Et Marc Hamill, justement, film de Mike Flanagan, Flanagan l'avait relancé sur la famille Usher, série Netflix. Pourquoi je dis relancer? Eh ben, c'est littéralement le cas, puisqu'en fait, Mark Hamill, en 2019, et notamment après le fiasco des derniers Jedi, avait dit que, bah, en fait, il nous l'avait pas dit à nous, hein, mais, et en plus, comme il était en gros conflit, il est toujours d'ailleurs avec la politique actuelle américaine, Mark Hamill avait dit, bah, moi, j'arrête de tourner, je fais juste le doublage, et voilà. Et en fait, Mike Flanagan a croisé son chemin, et depuis, Mark Hamill est content de reprendre, donc, son rôle d'acteur, donc c'est très chouette. Parler de Comic Con, bah, figurez-vous qu'il y a un truc qui a été annoncé sur le panel de Predator, d'ailleurs accessoirement le prochain Predator, Badlands, qui est fait par Trachtenberg, qui avait déjà fait Prey et aussi Killers of Killers. Ça a l'air chouette, hein. Moi j'ai vu là le trailer, bah, vous l'avez tous vu, hein, il est sur YouTube. Et en fait, moi, ça me donne envie. Mais alors, dans le panel où ils ont tous parlé de Badlands, bien évidemment, ils sont un peu revenus sur Killers of Killers, qui est une des très belles surprises de l'année. Et ils ont annoncé la mise en ligne d'une scène supplémentaire post-générique où on verrait Danny Glover et Arnold Schwarzenegger, donc qui incarnaient deux personnages iconiques de la saga Predator. Autre petite news, cette fois sur Clair Obscur Expédition 33. On avait déjà parlé, mon cher Greg, puisque Charlie Cox, donc Daredevil, double le personnage de Gustave, qui physiquement est Robert Pattinson. On est tous d'accord. Et Charlie Cox avait dit, on en avait parlé, que en fait il avait juste fait les doublages, il s'était intéressé à rien du tout, que ça lui avait pris une petite journée de taf, il avait été bien payé, ou
il avait été payé, je ne sais pas s'il avait bien payé, mais en tout cas il a été payé, et qu'il ne s'était pas du tout intéressé à la suite. Et il avait dit du coup, devant le succès, qu'il se sentait un peu comme un imposteur. Ben, il le redit en fait ça. Et du coup, alors c'est là où c'est génial, c'est que Charlie Cox, du coup, ben, comme il y a beaucoup de succès sur Clair Obscur, et surtout du succès, les gens contactent Charlie Cox, pas pour lui dire, mec, tu doubles dans un jeu que j'ai acheté, je ferai peut-être un jour. Non. Clair Obscur, il a tout aujourd'hui pour être le GOTY de l'année, donc le meilleur jeu de l'année 2025. Du coup, forcément, ça arrive aux oreilles de Charlie Cox, il doit être tout content en train de se dire, ouais, mais en fait, j'ai participé au meilleur jeu vidéo de l'année, c'est trop cool, et en plus, j'en savais rien. Et du coup, le truc, c'est que là, il dit, bah, je commence à m'intéresser parce que j'ai regardé un peu le jeu, et il a dit cette phrase que j'ai trouvée géniale. Les- Ne rigole pas, gang, hein. Ne t'étouffe pas. Ne bois pas d'eau au moment où je lis cette phrase. Les graphismes de Clair Obscur sont magnifiques. Ça a quand même vachement évolué depuis Super Mario 64, qui est le dernier jeu auquel j'ai joué. C'est cocasse. Vraiment, le mec est complètement déconnecté. Il fait un doublage, il s'en fout complètement. Il double dans une œuvre qui va marquer la vie de plein de gens. Et donc, le jeu va être ovationné. Et c'est après coup qu'il dit ah ouais, en fait, j'ai participé à un truc stylé, moi. Ah ouais, je suis content. Voilà. Je me permets Et parce que puisque je reste sur les jeux vidéo, j'ai j'en fais vu une petite l'interview. dernière. Et en fait, Ouais. il dit pire, il dit qu'il n'avait pas joué à de jeux depuis Mario 64 en jeu Oui, PC. oui, ce que je viens de dire. Ah Bah après, il l'a peut-être émulé, hein. On ne sait pas. J'ai pas Et... l'impression que l'émulation était dans les trucs qu'il savait que ça existait, tu vois. Mais Ouais, du je coup, pense c'est pas non marrant. plus. Et du coup, il expliquait que les gens, ce que tu disais, c'est que les gens venaient et ils croyaient que c'était pour Daredevil. Et en fait, c'était pour dire tu es Gustave. Et ça, c'est quand même énorme. Le mec, il est sur le Et- MCU. Il dit oui, oui, Daredevil. Bah, non, non, on s'en fout, Daredevil. Gustave, Gustave. Et en fait, je comprends parce que à l'heure actuelle, bon, moi, je l'ai fait en français, mais si je l'avais fait en anglais, il serait plus Gustave pour moi qu'il ne serait du coup Daredevil. Parce que Gustave est un personnage tellement au-dessus de l'écriture des Daredevil de ces derniers temps. Alors, pour la petite anecdote, et parce que tu me donnes Et il double Robert une Pattinson, quand perche. même. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire Ouais. qu'il fait une belle... Tu vois, il est très bien dans Daredevil de Netflix. Tout le monde a salué son talent. Il avait joué dans Boardwalk Empire où il était excellent aussi. Et en fait, le mec, il est réduit à doubler Robert Pattinson, qui est même pas un vrai Robert Pattinson. C'est formidable. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que Robert Pattinson a bien pu se dire quand il a vu le personnage. J'ai- Et Pierce Brosnan, pareil. Ça me... Mais ça, Voilà, Pierre j'ai Brosnan et tellement... Renoir, moi je les vois moins. Ah, Mais mais pour moi, c'est tellement obvious. je vais juste te dire que parce que C'est tu autant me tends obvious une que perche, Pattinson, hein. j'ai fini ce week-end du coup Clair Obscur à quasiment 100%, vraiment la totale, Non, là, Simon et tout non, le l'écoutez machin. pas, il l'a fini à 100%. Il y a très très peu de joueurs Et, qui sont et, allés aussi euh, loin que Greg. Et du coup, mais quel bonheur ultime. Et si on compare au cinéma-série, pour rester dans la thématique développée sur la chaîne, le truc, c'est que je pense qu'un kiff aussi fort en termes d'œuvre que Expédition 33, je pense qu'à part The Pit, il n'y a pas grand-chose sur les dernières années qui m'a fait vivre autant d'émotions fortes, en fait. C'est vraiment, vraiment. Enfin, je sais, toi qui as aimé The Pit, je sais pas si tu t'es fait cette réflexion, mais le jeu a une musique incroyable, une direction artistique incroyable, une réalisation incroyable. Enfin, c'est vraiment un grand succès. Je suis un grand fan de JRPG. Et là, c'est la version des JRPG que j'aime le plus en tour par tour et pourtant très dynamique. Mais si on met le côté jeu vidéo de côté, c'est vraiment une œuvre extrêmement forte, qui a un narratif qui est extrêmement concis, et il y a beaucoup de retournements, de twists tout au long du jeu. Il y en a un qui me plaisait pas, car m'a dit non, fais leur confiance. Et là, et après, je me suis dit, ok, donc là, d'accord, je vais avec eux, c'est chouette. Et j'ai pas vu d'œuvre qui avait des retournements de scénario aussi forts depuis, franchement, très longtemps. C'est-à-dire qu'en termes de film ou de série où tu te dis ouah, ça me retourne la tête, en fait, la dernière fois qu'il y a une œuvre où il y avait des twists aussi importants, c'était Westworld, peut-être, tu vois, chronologiquement. C'est Moi, vraiment le jeu une qui œuvre. m'a plus secoué cette année, Clair Obscur, c'est The Last of Us 2, que j'ai fait en tout début d'année.
Et là aussi, dans le scénario, il y a énormément de choses qui te mettent des claques et qui te retournent le cerveau. Alors ça va être moins dans le waouh, mais quand même, si, il y a des choix qui sont faits dans le jeu qui sont très très étonnants. Mais c'est clair que Clair Obscur est une grande œuvre, sans aucun doute. Très bien, mon cher Kerr. En tout cas, j'étais content que tu me donnes cette petite perche pour en parler. Tu as d'autres news ou j'enchaîne ? Ouais, je vais en faire une. Je voulais en faire une sur God of War justement parce qu'on était dans les jeux vidéo. Alors là, cette fois, c'est pour vous parler de l'adaptation donc de God of War qui va sortir sur Prime. On a quelques petites infos et première saison, il y aura 10 épisodes. Ils vont se concentrer sur l'adaptation de God of War, mais vous savez donc dans la mythologie nordique avec donc Kratos et Atreus. Voilà. Et logiquement, il commence à tourner à mi-2026, donc on n'est pas prêt de le voir arriver. Et je rajoute un petit truc que j'avais pas dit dans la précédente vidéo news, où je vous avais parlé de la fin annoncée de The Last of Us, donc probablement à la fin de la saison 3. Ne comptez pas sur The Last of Us saison 3 avant 2027. Eh bien, mon cher Kerr, tu parlais tout à l'heure de Deadpool. Eh bien, il y a le créateur de Deadpool, enfin des personnages Deadpool et Cable, qui s'appelle Rob Liefeld, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui en fait est parti, si tu ne le savais pas, de chez Marvel, parce qu'il n'était visiblement pas content, mais parce qu'il y aurait eu un événement marquant, une vraie rupture lors de l'avant-première de Deadpool et Wolverine, où il aurait été particulièrement maltraité. Alors je ne sais pas le comment du pourquoi, mais cette avant-première du coup qui aurait créé une rupture avec le créateur du coup des personnages qui sont à l'image. Hein. Et du coup, Rob Liefeld a essayé de trouver une nouvelle méthode par rapport à la méthode classique de vente des comics pour bien être rentabilisé et créer des œuvres. Et par exemple, en fait, donc là, il a créé une œuvre qui s'appelle les Young Blood numéro 1. Et en fait, son principe, c'est de dire qu'il veut essayer de vendre depuis son site directement aux consommateurs. Et aussi de faire, donc son édition, de faire plein de couvertures différentes pour donner aux gens l'envie d'en acheter plusieurs. Et sachez que eh bien, ça marche bien, puisque là, sur les premiers mois depuis la sortie de sa maison d'édition et de son œuvre, donc les Youngblood, eh bien, il a déjà annoncé qu'il avait fait $500,000 de vente, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'était déjà directement en avril, donc c'est assez étonnant. Donc on peut supposer que vu le succès et vu le fait qu'aujourd'hui on essaye d'avoir des licences de tout, on peut imaginer que Youngblood aura une adaptation s'il continue, enfin si c'est une licence qui continue sur cette lancée. Mais je trouve ça intéressant de voir des créateurs, que ce soit Rob Liefeld sur les comics, mais aussi du coup en livre d'autres personnes, essayer de vendre directement aux consommateurs. Alors évidemment, ça marche que quand c'est des auteurs qui sont déjà reconnus, ou en tout cas des créateurs déjà reconnus, mais c'est intéressant. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a personne qui lui a dit c'est trop violent, c'est pas assez violent. C'est vraiment des œuvres pures de vision de créateurs, et je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, eh bien, il y a par exemple Brandon Sanderson qui fait un peu la même chose en mettant le poids sur l'industrie des audiobooks, du coup, pour qu'il y ait une économie plus juste, en essayant de vendre, en faisant des Kickstarter, en vendant plus directement les œuvres. Moi, je trouve ça assez intéressant. Encore une fois, c'est pas un moyen de donner du coup sa chance aux petits jeunes, puisque si tu commences, t'as aucune communauté qui va acheter du soir au lendemain énormément de tes bouquins, de tes comics ou de tes films, mais il y a un mouvement que je trouve assez intéressant de reprise du pouvoir par les créateurs à ce niveau-là. J'enchaîne par une autre news qui n'a aucun rapport, c'est qu'il y a eu des annonces sur les livres, donc pendant la Comic-Con, sur les futurs livres de Star Wars. Et du coup, je voulais t'en parler, Kerr, parce qu'il y a un livre qui, je pense, va te faire frémir ces cheveux sauvages que tu nous montres ce soir. Donc il y a le Masque de la peur qui va paraître en France. Il y a le deuxième tome donc de la trilogie du règne de l'Empire qui débarque en 2026, qui sera donc Age of the Abyss. Et il y a un truc intéressant sur ce livre, c'est qu'il traite
un petit peu donc la chronologie un petit peu avant Andor. Donc on va avoir les personnages de Andor qui seront dans ce livre. Et il y a un autre livre qui va apparaître qui sera From the Ashes et qui lui va sortir en l'été 2027. Donc les livres Star Wars qui sont bien présents et qui, j'ai l'impression, prennent de plus en plus d'ampleur. Alors je sais pas si c'est moi, mais autour de moi il y a de plus en plus de gens divers qui me parlent des livres Star Wars. Et alors il y a un livre qui va potentiellement parler à certains d'entre vous. Il y a le livre Lao Red Moon Outlaws, donc qui est le livre qui sera sur l'univers donc, de Star Wars Outlaw, et ce sera un préquel, et on y suivra. Alors j'ai pas fait le jeu, donc je sais pas qui sont ces personnages, mais on va suivre Jalen Vrax et ND5. Il y a beaucoup de comics qui sont annoncés. Je ne vais pas tous les couvrir. Il y en a notamment sur Grievous plus jeune. Il y a des artbooks, ce qu'on appelle des big books, donc des livres sur l'art, des œuvres, etc. Et il y en a 2 que j'ai retenus. Il y en a un pour moi et un pour toi, mon cher Kerr. Il y a un nouveau livre qui va sortir, qui va être donc sur les 50 ans d'ILM, avec vraiment les trucages, la création de toutes les œuvres sur lesquelles ILM a pu travailler. Il y a vraiment quelques images qui sont déjà sorties. Il y a vraiment de trucs très 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 chouettes. Et alors, je pense, ton futur Gotti, il y a l'annonce du artbook The Acolyte. Et donc de la série du même nom, Star Wars. Je sais, toi, Kerr, que quand on avait fait la critique, tu disais que tu avais été particulièrement marqué par cette œuvre et notamment par vraiment l'œuvre en tant que art donc de The Acolyte. Donc je pense que tu vas être très content. Il y a plusieurs images qui sont sorties. Et à titre personnel, je me suis dit, oh là là, c'est aussi moche dans le artbook que dans la série, mais je ne dis pas ça pour juger quoi que ce soit, puisque je sais, Kerr, que là, si tu peux mettre cette image, Jonah, parce que je trouve qu'elle montre vraiment la puissance de l'œuvre The Acolyte. Hein, vraiment, on sent, quand on voit cette image, on se dit pas, oh là là, c'est fait par une IA qui a appris sur Paint, mais vraiment, je trouve que c'est une œuvre qui a su avoir un souffle, hein, comme on dit, je pense, et accessoirement, la sortie de cette œuvre fait démentir du coup le fait que donc Disney avait supprimé les catégories The Acolyte de son site de revente de goodies, avait supprimé toutes les goodies The Acolyte assez vite après l'annulation de la série. Donc les gens supposaient que la série allait peut-être être tout simplement annulée, comme Willow, la série avait été complètement retirée de Disney et elle n'est donc plus aujourd'hui trouvable nulle part. Donc les gens supposaient que The Acolyte allait suivre le même traitement et qu'ils attendraient un petit peu et la feraient disparaître dans l'oubli en la retirant sans faire de communiqué. Et du coup le livre vient contrebalancer ce point de vue. Donc Disney qui a l'air de persister sur le fait que The Acolyte resterait donc dans le canon. Évidemment, j'en suis déçu, mais bon, voilà, je sais que toi, pour toi, Kerr, c'est une œuvre qui a marqué ton année. Moi, j'avoue que s'il avait désavoué et qu'elle avait été annulée, franchement, j'étais content, quoi. Qu'en dis-tu, mon cher Kerr ? Absolument rien, je me contrefous de The Acolyte. Gremlins 3 avance, puisque un scénario a été écrit et proposé à Steven Spielberg qui a dit let's go. Donc ça c'est cool. Gremlins 2 était vraiment très bien, donc j'ai envie de continuer de retrouver les Mogwai. Eddie Murphy a dit qu'il y aurait un spin-off dans l'univers de Shrek sur l'âne. Voilà, avec sa femme dragon, parce qu'en effet il est marié avec une dragonne. Vous le savez très bien d'ailleurs si vous connaissez Shrek. Il y a le prochain Shrek qui arrive bientôt. Voilà, et je vais terminer avec une remarque de Randall Park. Randall Park, on voit dans la MCU, dans WandaVision, etc., qui a plein de trucs, hein, Randall Park. Bon acteur, hein, qui a fait une remarque qui m'a. Je me suis dit, ah bah oui, il a pas tort. Il a dit Hollywood continue de faire toujours les mêmes erreurs. Prenons l'exemple de Barbie. Barbie a été un succès. Tout Hollywood s'est dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Faisons des films sur des jouets. Et donc là, on commence à faire, alors ça c'est pas Randall Park qui le dit, mais là Hollywood est en train d'envisager des trucs sur la pâte à modeler, sur tous les jeux inimaginables.
Et Randall Park revient sur le truc, il dit mais en fait le carton de Barbie c'est pas du tout lié au jeu. Pour lui le succès de Barbie c'est que c'est un film qui a été fait par une femme et sur les femmes. Et c'est marrant que Hollywood, enfin marrant, tristement marrant, qu'Hollywood ait limité le truc en disant bah non, Barbie c'est un jouet, donc on va faire des trucs sur les jouets. Vivement le blockbuster sur les POG. Voilà, donc je trouvais que sa remarque était pertinente. Voilà, j'en ai terminé pour mes news, mon cher Greg, à toi. Eh bien, mon cher Kerr, je vais enchaîner. Il y a James Gunn qui a annoncé qui étaient les mutants, les méta-humains, comme on dit dans le DC Universe, qui étaient déjà présents dans l'univers au moment de Superman. Et il montre une grande fresque, la fresque de la Hall of Justice. Du coup, dedans, où il décrit que c'est 3 siècles d'histoire des méta-humains. Et dedans, alors, mon cher Kerr, il y a Sister Symmetry, Silent Knight, Exoristo, Black Pirate, Miss Liberty, Wine Runner, Super Chief, El Diablo, Gladiator, Ghost of Flanders, Sandman, Amazing Man, Zatara. Il y a ensuite Liberty Bell, Bulletman, Max Curie, Bullet Girl, TNT, Dan The Dynamite, Phantom Lady, Atomic Knight, Freedom Beast, Wildcat, Vab, Gunfire et Albert Lord. Et ben mon pote, moi qui croyais connaître beaucoup de personnages de chez DC, dans la liste que je vous ai citée, je pense que j'en connais la moitié max. Bah moi je connais Max. Voilà. D'ailleurs je le salue. Salut Max. Donc ce que je voulais dire, c'est que tu parlais d'annonces du côté de chez Marvel, et donc du côté de chez Marvel, il y a Michael Walden qui était au scénario de Loki, qui est annoncé comme également travaillé sur Avengers Doomsday, et il y a une annonce de Kevin Feige que je veux souligner. Du coup, nous faisons des ajouts chaque jour sur le plateau d'Avengers Doomsday, et c'est incroyable à voir. Car les cinéastes, les acteurs qui incarnent ces personnages pour la première fois, ou la deuxième fois, ou pour la 10e fois, ou pour la 12e fois, sont parmi les meilleurs au monde et connaissent parfaitement ces personnages. Alors, s'ils ont une idée et on a envie de l'écouter et de l'adapter et de l'améliorer, je ne voudrais jamais changer ça. Alors, je n'ai jamais, de près ou de loin, travaillé sur un projet de la taille de Avengers Doomsday. Donc soyons clairs que je suis complètement néophyte. Dans ma microscopique carrière par rapport à cette taille extraordinaire de Avengers Doomsday, ce que j'ai vu et ce qu'on nous apprend à l'école, c'est que sur un tournage, on laisse une place à l'impro vite fait. Les personnages peuvent improviser, on peut trouver quelques idées, mais qu'un film, c'est quelque chose qui doit être particulièrement construit, créé en amont. Et quand la technologie du volume qui a été mis en place pour tourner par exemple Mandalorian, ça s'est avéré encore plus vrai, puisque ça veut dire que en fait on va tourner dans un décor qui doit être créé avant de tourner en 3D, à l'inverse de on tourne devant un fond vert et puis on s'en fout, on fera tout ça en post-prod. Et du coup en fait, si vraiment ils sont tous en train de dire alors en vrai, on a plus ou moins une idée d'où on va, mais tous les jours, on dit à gauche, à droite, à gauche. C'est la description d'un tournage d'enfer, en fait, chaotique, où tout le monde pourrait partir dans tous les sens, où on va dire en permanence, le volume, tourner en extérieur, oubliez, on va tourner en fond vert parce qu'on ne sait même pas dans quel décor vont être les personnages. Et alors, en fait, soit c'est du génie, et on le verra à l'image, soit c'est une approche complètement catastrophique de ce que devrait être une œuvre habituellement. Alors je sais que je reproduis le schéma français, Nouvelle Vague, où on dit une œuvre, un réalisateur est un auteur, le scénariste est un auteur, ils ont une œuvre, ils l'écrivent ensemble, et on se prend dans la gueule une vision, un coup de poing de ce qu'a fait une équipe, mais surtout la vision du réalisateur et de l'auteur. C'est vrai que j'ai tendance à être plutôt dans cette optique-là, qui est l'optique, voilà, il y a un grand réalisateur, il y a Fincher, il y a machin. Je me prends le coup de poing émotionnel que le film me renvoie, et j'ai moins d'expérience, en tout cas, je suis beaucoup moins bon, je vous le dis direct, dans l'analyse d'œuvres collégiales où tout le monde donne son avis en permanence et va dire je vais changer ci, je vais faire changer ça. Il y a des comédies où il est connu que, par exemple, la grande
grande tirade dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, la grande tirade d'Edouard Baird est improvisée. Ils ont dit t'as ça en début, t'as ça en milieu, t'as ça en fin, démerde-toi. Mais il y a un cadre, il y a une idée, il y a Chabat, il sait que son bateau il va dans ce sens-là, et là-dedans il dit à ses acteurs éclatez-vous. Mais du coup je suis un peu dubitatif. Et ça va dans un grand univers de Marvel où on sent qu'il y a de plus en plus de trucs qui sont juste faits en post-production, où les acteurs ont l'air d'être un peu perdus. On sait par exemple que il y a pas très longtemps, il y avait des acteurs qui s'étaient plaints dans des making-of que en fait ils ne parlaient jamais à personne. Ils avaient en permanence un ballon vert devant eux. Et l'acteur qui avait un autre planning qui pouvait pas être là, du coup tournait la scène des dizaines d'années pas du tout, mais bien plus tard quand lui était dispo, et qu'en fait ils devaient là pleurer leurs tripes, montrer des... alors qu'ils parlent à un ballon quoi. Et du coup en fait c'est vrai que de mon point de vue, si on change ce côté genre un réalisateur, un scénariste sont les auteurs de l'œuvre, les acteurs ont besoin de se voir pour pouvoir échanger, pour pouvoir mettre leur trip comme ça, parce que va pleurer, avoir une émotion, dire je te hais, à un ballon Wilson vert. Voilà. Donc tout ça c'est dans un contexte où c'est vrai que les derniers films Marvel étaient de nul à moyen plus ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment l'impression que qui sont les grands réalisateurs qui acceptent de faire du Marvel. Feige a fait une grande annonce en disant nous on est là pour prendre des visions et en fait depuis Zhao on se rend compte que c'est pas le cas, et Zhao a pas l'air d'être très contente de sa participation avec Marvel. Donc je suis vraiment inquiet que ce soit en fait non pas des accidents mais une vraie culture d'entreprise, que de se dire non mais en fait là en gros tu parles et puis on verra après si en fait tu parles à une assemblée ou si tu parles à Black Widow ou si en fait on va faire un caméo avec quelqu'un. Enfin c'est extrêmement dur de faire une œuvre en fait dans ce contexte quoi. Mais bon, voilà. Autre point. Il y a l'actrice Rebecca Romijn-Stamos qui jouait Mystique dans les X-Men de Bryan Singer, qui joue, comme vous le savez, les X-Men. Une grosse partie des X-Men de Singer reviennent dans Doomsday. Et elle a été interrogée au moment du Comic-Con sur le tournage de Doomsday et est-ce qu'elle avait terminé ou pas ses scènes. Elle a dit là, théoriquement, je suis incapable de vous le dire parce que de toute façon, les choses changent chaque jour. Elle ne sait même pas si elle a terminé le tournage ou pas. C'est quand même incroyable, non ? Moi, je trouve ça fou, mais encore une fois, je parle aussi par habitude. Et si à la sortie de Doomsday, en fait, je me rends compte que ce film fourmille de bonnes idées en permanence et que du coup, je me dis, ok, effectivement, il n'y a pas un humain qui peut sortir ça. Il faut qu'il y ait des humains qui ont tous des bonnes idées et tout. Cool. Mais là, c'est un petit peu genre Startup Nation redécouvre ce que c'est que la production de film. Je suis très curieux, et surtout quand on voit que The Marvels, le retour de Disney, c'était de dire que The Marvels était un mauvais film parce qu'il n'y avait pas assez de contrôle des exés sur le film. Je suis dubitatif quant à ça, mais je veux bien croire que c'est par une part de subjectivité personnelle. C'est juste que, voilà, si on met sur la table le poids de l'histoire, pour l'instant, le cinéma a été surtout représenté, les grands films du cinéma ont été surtout représentés par des points de vue, par des réalisateurs, des auteurs, qu'ils soient juste aussi le scénariste, une rencontre d'acteurs. C'est pour ça que je parle comme ça. Et je suis dubitatif. Et franchement, quand les acteurs eux-mêmes s'en plaignent, le fait de dire qu'ils en ont ras-le-bol de parler à des ballons, est-ce que je peux comprendre, hein ? Ce que je peux comprendre complètement. J'enchaîne, mon cher Car, par une autre news, qui est aussi dans l'univers Marvel. Spider-Man Beyond the Spider-Verse va être repoussé, mais de 3 semaines. Donc il va passer du 4 au 25 juin 2027, tout simplement parce qu'ils espèrent avoir plus de fenêtres d'IMAX. Et comme on le disait, l'IMAX a l'air d'être de plus en plus important dans les stratégies pour gagner des brousoufs. Et oui, tout à fait. Donc Spider-Man Rappelons que Beyond le film the devait Spider-Verse sortir en 2025. Hein. Oui,
Oui, oui, tout à fait. Après, le truc, c'est que le film a eu, si je ne me trompe pas, c'était toi, Kerr, qui avait couvert la news à l'époque, beaucoup d'allégations sur du crunch permanent des équipes d'animation et qui avait justifié que du coup, ils étalent la production de cette œuvre sur plus longtemps. Donc, si c'est C'est pour le bien surtout des qu'ils équipes. ont menti. Ils ont menti pendant la promo de Cross the Spider-Verse, où ils ont dit que le film était quasiment terminé, etc. Et qu'une fois que la promo était terminée et qu'on a entendu parler du délire, alors je ne sais plus si c'est Lord ou Miller, il y en a un des deux qui était infect. En fait, ils n'avaient littéralement rien. C'est rien du tout. Et le début de l'explosion de tout ce foin, c'est Ellie Stanfield qui double Gwen Stacy qui a dit je suis étonné que le film soit quasiment terminé puisque je n'ai pas commencé à faire le doublage. Or, le doublage, c'est le point de départ dans le film. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué qu'ils doublaient et qu'ensuite ils faisaient l'animation en temps du doublage. Donc voilà. Donc ils nous ont un peu roulé dans la farine, hein. Moi, autant Spider-Verse magique, autant Across the Spider-Verse, moi j'ai pris un peu une douche froide, hein. Le film n'est pas mauvais, mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont énormément dérangé. Bah, ok. Ok, ok. Moi, tu te souviens que j'avais dit que j'avais beaucoup aimé, et c'est bien le cas. D'ailleurs, petite info, il y a Oui. un top donc de nos films de super-héros préférés qui arrive bientôt sur la chaîne. Où seront Spider-Verse, Across et Into? Mystère. Et on s'éclate à faire ces tops-là. Vraiment, on s'éclate. On s'amuse comme des petits fous. Comme des gamins. Punisher, les premières photos de tournage sont sorties du coup pendant ce week-end. T'embête pas à chercher les images, je vais passer à la news d'après tout de suite. Mais voilà, on voit un Punisher qui commence à vieillir, donc c'est assez intéressant. Le Legend of Zelda, donc le film live action qui sera produit par Sony, mais pour le compte de Nintendo, puisque c'est ça qui est sympa, c'est la Triforce, hein, comme on dit, il manque juste l'autre magnon. Eh bien, a son Zelda et son Link. Zelda va être joué par Beau Bragasson-San et Link par Benjamin Evans Hemsworth San. Alors c'est pas Hemsworth comme les autres, hein. C'est moi qui prononce Hemsworth. Voilà. Et une photo des deux ensemble d'ailleurs qui a été publiée par Nintendo. Tout à fait. J'enchaîne par ma dernière news pour vous dire que Sandman volume 1 et 2 sont sortis. La fin de ce volume 2 de la saison 2 a un twist particulièrement marquant, on va dire. J'en profite juste pour vous dire que j'ai trouvé la série particulièrement réussie sur cette deuxième saison. Il y a alors le volume 1 peut-être plus que le volume 2, mais si vous aimez l'univers gothique, pesante, et que vous avez aimé cette voix doucereuse de rêve qui est capable d'avoir cette voix qui est entre le rêve et le cauchemar, sachez que Sandman est en tout cas très bien revenu. Il y a un épisode spécial qui s'appelle Volume 3 qui va sortir du coup dans quelques jours. Au moment où vous regardez cette vidéo, il sera potentiellement déjà en ligne, et je suis bien curieux de savoir ce qui se passe puisque l'histoire est vraiment complètement conclue à la fin de ce volume 2, saison 2. Donc voilà, petite reco de fin. Mon cher Kerr, alors, quel va être ton mot de la fin et si tu es toujours en état de le faire. Eh ben merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Cult & Click. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Sans vous, ça n'est pas possible tout ça. Merci à tous ceux qui vont mettre des commentaires pour le référencement, pour réagir sur toutes les news. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Bonne fin de journée à tous. Ciao.